Dans les semaines et les mois à venir, TVL va avoir un rôle prépondérant, indispensable. En fin de semaine passée, la mobilisation en faveur de TV Liberté a été importante, soyez-en remerciés. Cette aide n'est pas encore suffisante, alors nous comptons sur votre engagement. Libérons-nous des chaînes. Merci de votre soutien. Maintenant. Essayiste marseillais, agrégé de lettres, l'auteur du livre à succès La Fabrice du Crétin est à nouveau présent dans les rayons des librairies pour un roman historique intitulé Soleil Noir et dont nous allons parler ensemble. Bonjour Jean-Paul Briguely. Bonjour. Et je rajoute que bien évidemment cet ouvrage est édité à l'Archipel et qu'il est en vente sur le site tvl.fr dans la rubrique boutique. Jean-Paul Briguely, on vous connaissait alors pourfendeur du wokisme et de l'islamisme dans le monde de l'éducation et on vous retrouve en 1685 au cœur du pays languedocien. Les événements que nous vivons en 2024, ça vous intéresse pas? Si, vous savez, le roman historique, c'est Lukács qui a inventé ça, travaille sur ce qu'on appelle la double historicité. C'est-à-dire qu'il y a bien une histoire qui se passe en 1685-86, mais cette histoire est écrite en 2020-2023, et d'une façon ou d'une autre, elle raconte quelque chose de ce qui se passe. Elle raconte quelque chose de la montée de l'intolérance, du fanatisme, de la violence également, parce que c'est un roman quand même extrêmement violent à tout point de vue. Bien sûr, je me suis amusé de la même façon qu'Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires parlait bien du XVIIe siècle, mais il en parlait d'une façon romantique, c'est-à-dire qu'il parlait aussi de son siècle. Oui, mais enfin, vous vous amusez, la totalité de l'éducation nationale est en train de couler. Ce combat, vous l'avez maintes fois évoqué. Vous avez même affirmé que l'abaissement de la valeur des diplômes est tel qu'il sera difficile de revenir en arrière. Ça, c'était tout récent ce que vous avez déclaré. Oui, c'est bien sûr. Mais en ces temps historiques, vous n'avez pas envie de participer à la sortie de la caste politique qui a forgé un système scolaire qui s'affaisse. Briguely ministre, alors, ça le ferait. Primo, il n'y a personne dans la caste politique qui m'a demandé quoi que ce soit parce que je crois que je suis un peu craint. Vous savez, j'ai des idées qui sont peut-être un peu trop carrées pour des politiques qui sont un peu ondoyants, quel que soit leur bord d'ailleurs, ça d'un côté. Et puis, je sors de toute façon un essai fin août, qui s'appellera « L'école sous emprise » sur l'entrisme des islamistes et des frères musulmans en particulier, via un certain nombre de profs dans l'éducation nationale. Je vais me faire des amis. Vous m'avez dit, avant qu'on rentre dans ce studio, avec ce livre, je vais me faire tuer. Ah oui, j'ai l'une de mes ex-femmes avec qui je partage un enfant, qui m'a dit « Vas-y, comme ça ta fille sera pupille de la nation ». Vous dire à quel point, à l'instant, je prends des risques. Mais vous savez quoi? Je m'en fiche. Vous en fichez? Et si vous aviez été ministre avant, ça aurait été sympa. Ministre, ça se protège un peu plus. Avant, c'était impossible, de toute façon, parce que tous les ministres qui sont succédés, de droite et de gauche, allaient tous dans le même sens. Ils ont fait semblant de s'occuper des plus pauvres, de s'occuper de ceci, de s'occuper de cela, de réformer les concours, etc. Mais quand on regarde en perspective ce qu'ils ont fait, ça allait toujours dans le même sens d'une dévaluation globale des diplômes, d'une désagrégation du sentiment national à travers l'école et d'une dissémination de la langue. Vous savez, moi je suis parti, on est globalement de la même génération, hein, on apprenait La Fontaine, Racine, Victor Hugo, etc. Et 50 ans plus tard, on a Aya Nakamura. Voilà, vous voyez la trajectoire en quelque sorte, ce côté inéluctable. Hein, donc, oui, il fallait que je me repose un petit peu et que je revienne à mes premiers amours. J'ai fait un bouquin il y a très longtemps sur Alexandre Dumas chez Gallimard. C'était un hommage finalement à tout ce que j'avais lu. C'est ma part d'enfance. On va y arriver à cet ouvrage. Néanmoins, ma dernière question, c'est est-ce que vous auriez envie d'être ministre? Pas qu'on vous le demande, mais après tout, vous pouvez faire des offres de services, à qui que ce soit d'ailleurs. Alors,
c'est un secret pour personne, j'ai été le nègre de différentes personnalités politiques, en particulier de Balkany. Et quand Sarko est arrivé au pouvoir, Sarko a dit à Balkany, qui était un ami très proche, demande-moi ce que tu veux, tu l'as. Et Balkany a dit, je veux rien, parce qu'il n'y a que 2 fonctions en France qui donnent du pouvoir, c'est président de la République et maire. Un ministre, c'est un train de savate. Voilà, un ministre, c'est un train de savate. Bon. Comme disait l'autre, ça ferme sa gueule. Ou ça se part. Allez, on en arrive à votre livre Soleil Noir. Je l'ai dit, c'est un vrai roman historique, c'est un vrai roman de cap et d'épée plutôt. Un genre qui se prête d'ailleurs très bien à l'œuvre cinématographique. Et il est fondé sur des faits authentiques. Au moment de la révocation de l'édit de Nantes, petit rappel des faits, la France est dirigée à cette époque-là par le grand roi Louis XIV et nous sommes le 18 octobre 1865. 85, pardon, c'est 185, vous avez raison. Et Louis XIV est très malade. Et il faut partir de ça. Vous savez, l'histoire, la grande histoire se comprend très souvent par des détails intimes. Louis XIV est très malade, il va mourir. C'est écrit, il va mourir. Il a quelque chose qui, à l'époque, ne pardonne pas. On va en reparler après. Et sa nouvelle épouse, morganatique, Madame de Maintenon, lui dit, écoutez, sire, avant de monter au ciel, il faudrait faire une action qui plaise à Dieu et qui répare la vie de péché que vous avez menée. Parce que Louis XIV s'est un peu laissé aller quand même. Ce qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau, c'est-à-dire la révocation de l'édit de Nantes, la mise hors la loi d'1 million de protestants, 200 000 qui vont être tués tout de suite, 100 à 150 000 qui sont mis aux galères et 500 000 qui fuient la France avec leur capitale, qui vont vers la Hollande, un peu la Suisse, un peu l'Angleterre, surtout la Hollande. Une erreur économique en particulier absolument colossale que Colbert, s'il avait encore vécu à cette époque, mais il venait de mourir, n'aurait jamais laissé faire. Donc la France est mise à feu et à sang, et dans les Cévennes, c'est pas une métaphore, c'est vraiment à feu et à sang. Les horreurs que je raconte dès le premier chapitre sont tout à fait historiques, ciblées, c'est à peine si j'ai inventé les circonstances, le temps qu'il faisait, etc. Il faut que vos éditeurs comprennent bien, entre 1610, mort d'Henri IV, et 1715, mort de Louis XIV, la France est restée à 13 millions d'habitants, avec une natalité qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. On n'a pas gagné un iota. Alors, il y a eu des guerres, certes, mais si vous tapez sur votre moteur de recherche « France, XVIIe siècle, famine, épidémie », vous allez tomber sur un site qui vous donnera la liste des épidémies et des famines. D'ailleurs, dans certaines années, il y a les deux en même temps. Il y a des heureux gagnants, en quelque sorte. Ça a été une horreur, mais une horreur à l'état pur, sans compter... D'où le côté le grand roi, le soleil, etc. Qu'on était dans le plus profond de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Actuellement, on est en réchauffement, paraît-il, mais à l'époque, on était en refroidissement pour de bon. On va y revenir. Moins de 2 degrés, ça veut dire que les moissons étaient congelées fin mai. On va reparler de ça, c'est important. On va rester sur cette révocation de l'édit de Nantes, donc 1598, l'édit de Nantes, 1685. La révocation de cet édit de Nantes, les protestants doivent donc se convertir ou mourir. Et le roman nous plonge donc vers Lodève, on est au cœur des premières dragonnades, et vous insistez dès le début de l'ouvrage sur les terribles exactions des catholiques. Ces exactions répondaient au razzia des Huguenots. Est-ce qu'on peut objectivement... J'en parle d'ailleurs objectivement. Ne pas dire que les torts sont partagés. C'est-à-dire, au niveau des exactions, oui.
Au niveau du pouvoir, non, parce que quand même, les catholiques avaient l'armée royale avec eux. Quand vous allez à Lodève, par exemple, la façade de la cathédrale de Lodève, qui était fort belle, a été martelée par les protestants lors d'une descente quelconque. Que si vous allez en Camargue, à Saint-Gilles, l'abbatiale de Saint-Gilles a été aux 3/4 détruite, etc. C'était impitoyable, c'était absolument impitoyable. Mais les protestants n'ont jamais eu la force de frappe qu'avait le roi. Le roi envoyait des armées entières contre des gens qui n'ont véritablement pensé à lancer une guérilla que dans les années 1702-1703 avec l'épisode dit des Camisards. Hein, mais là, on est sur des petites communautés sur lesquelles les dragons, ça s'appelle comme ça, hein, on n'y peut rien, vont faire régner l'ordre du roi en tuant tout. Voilà, c'est la terreur. C'est une pratique en France, c'est la terreur. Hein. Je dis, Jean-Paul Briguet, je pose cette question-là parce qu'on a le sentiment dans le roman quand même que les catholiques ont du mal à être sympathiques. Alors il y a les dragons qui bien évidemment tuent au nom du catholicisme, mais les prêtres sont médiocres, les évêques sont veules et traîtres. Il y en a pas un pour sauver l'autre, si vous permettez l'expression. Il y a Bossuet. Il y a Bossuet qui apparaît. Ah oui, mais vous savez, les hommes d'exception, comme leur nom l'indique, ils sont exceptionnels. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Combien de prêtres, hein, à l'époque, se faisaient prêtres parce que c'était une façon de manger? Et il faut bien voir ça, quand même. Hein. La tradition du moine qui s'engraisse, hein, c'est une tradition médiévale qui remonte au tout premier temps du christianisme. Bon, et le système par lequel le roi désignait les évêques, etc., faisait que on avait une chance de progresser dans la carrière que si on avait une obéissance aveugle à ceux qui venaient de Versailles. Voilà, ça c'est sur la même chose, si vous voulez, non pas chez les évêques, qui dépendent à nouveau surtout du pape, mais chez les hommes de droit, etc. C'est l'obéissance absolue. Donc, non, je ne pense pas avoir été particulièrement ni anti-protestant. Je dis des protestants ce qu'il en est, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des enfants de cœur non plus, ni catholique. Mon héros, l'un des héros principaux, est catholique, et puis ça ne lui pose pas de problème, il est catholique comme on l'est à l'époque, un peu comme Montaigne l'est à l'époque. Vous savez, Montaigne disant juste avant, je suis catholique parce que c'est la religion du roi, mais je ne tuerai pas pour ça. Et à l'époque de Montaigne, c'était courageux de dire une chose comme ça, et de l'imprimer. Donc, il faut voir une chose, c'est que c'est le dernier moment. C'est le dernier moment où la religion va avoir une place absolutiste, en quelque sorte. À partir de 1680, j'essaie de le montrer dans la cour qu'il y a autour du prince de Condé, etc. Il y a des idées nouvelles qui émergent. Il y avait un bouquin qui date des années 60 qui s'appelait « La crise de la conscience européenne » d'un certain Paul Hazard. Et il montrait très bien comment, autour de Fontenelle, etc., qui apparaît également, Fontenelle, La Bruyère, etc., vous avez d'un seul coup quelque chose de tout à fait neuf. Faut voir une chose, c'est que l'un des premiers biographes sérieux de Louis XIV, c'est Voltaire. C'est Voltaire qui naît sous le règne de Louis XIV. Toute son enfance et son adolescence se passe sous le règne de Louis XIV. C'est Montesquieu qui, dans les lettres persanes, écrit « Le roi de France est vieux ». Et le roi de France a été vieux à partir de ces années 1685-86, où il manque perdre la vie et où il reste encore 30 ans de règne. Hein, et ça va être 30 ans terrible, hein, parce que la France va perdre systématiquement toutes les guerres dans lesquelles elle s'est lancée. On va y arriver là aussi. Retour un peu en arrière, vous parliez de petit âge glaciaire. C'est vrai que l'histoire se déroule à la fin du XVIIe siècle, dans ce qu'on appelait ce petit âge glaciaire. Et vous affirmez que le long règne de Louis XIV fut le règne du froid. Et en fait, j'y ai trouvé quasiment la lettre aux Langrois, c'est-à-dire une forme de déterminisme. Le climat détermine l'histoire. Oui. Vous savez, alors, pour les gens qui ne savent pas, on pense que la Renaissance médiévale,
XIIe, XIIIe siècle, a correspondu à un maximum de température. C'est là que commence véritablement l'art gothique, etc. Il faut bien comprendre une chose, pour faire une cathédrale gothique, il faut de l'argent. Il faut même beaucoup d'argent quand même. Il se trouve que j'ai fait un livre sur le Mont-Saint-Michel et je sais exactement ce que ça a pu coûter. Bon, cet argent, on ne le trouve que dans des périodes de prospérité. Cette période de prospérité va crouler à partir de la moitié du XIVe siècle. Je rappelle, 1348, vous avez la grande peste noire qui tue un tiers de l'Europe. C'est énorme, hein. Enfin, imaginez, actuellement, ça voudrait dire quelque chose comme 300 millions de morts, peu de choses près. Bon, et les températures vont baisser progressivement d'environ 2 degrés, entre 1,5 et 2 degrés. Ça paraît pas grand-chose, mais ça veut dire que, localement, les moissons gèlent fin mai. Et si les moissons gèlent fin mai, vous n'avez rien, parce qu'il n'y a pas de quoi replanter. Et vous avez des étés pourris, etc. Et les gens meurent de faim. Mais vraiment meurent de faim, littéralement. Hein. On fait des descriptions de forêts dont les écorces ont été raclées jusqu'à 2,50 m de hauteur parce qu'ils font des décoctions d'écorces. Ils n'ont rien. Mais rien. Enfin, c'est une horreur à l'état pur. Ma question, c'est que vous considérez qu'il y a une forme de déterminisme et que le climat détermine l'histoire. Bien sûr. On explique la Révolution française par les grands froids qui se sont précédés. On n'explique pas le retour de la prospérité en France en 2024, même s'il fait chaud. Actuellement, on va en reparler parce que moi j'adore les écolos, vous savez, j'en mange un à chaque petit déjeuner. On vous dit réchauffement climatique. Réchauffement climatique par rapport à la fin du 19e siècle. C'est à la fin du 19e siècle, du 150-60 à peu près, que le petit âge glaciaire s'arrête. Donc c'est par rapport à des minima qu'on considère actuellement qu'on va vers des maxima. Que l'activité humaine y soit pour quelque chose, je veux bien, mais il y a des cycles solaires, il y a des cycles de la Terre auxquels on ne peut rien. Voilà, ça se réchauffe actuellement. Les glaciers sous les 14 descendaient presque dans la banlieue de Lyon. Il faut bien voir ça. Actuellement, ils sont en pleine récession au-dessus de Chamonix. Voilà, mais c'est la même terre. C'est la même terre, et effectivement, d'ailleurs, au niveau agricole, on a des performances actuellement. Bon, simplement, on va finir par manquer d'eau, etc. Et puis, dans 2 ou 3 ou 5 siècles, ça repartira dans l'autre sens. Alors évidemment, nous avons le nez dessus, on ne voit pas la perspective. Mais le XVIIe siècle, on a eu du pauvre, comprenez. Vous vous rappelez, la Racine de la Bruyère, Boileau de La Fontaine, Molière. Alors Racine, la Bruyère, Corneille. On a eu une série de génies absolument extraordinaires. Dans les arts, c'est pareil. À une époque où tout le monde crève la dalle. On a un texte absolument fabuleux, écrit par Vauban, qui s'appelle La Dîme royale, dans lequel Vauban, qui lui avait travaillé dans toute la France pour faire des forteresses, dit au roi, Majesté, on ne peut pas continuer comme ça, la France meurt de faim. Et Louis XIV, qui ne tolérait pas, comme beaucoup de gens de pouvoir, qu'on le contrarie, a mis Vauban sur la touche. Car il a mis sur la touche l'un des plus grands constructeurs de fortifications à un moment où la France est assaillie de tous les côtés. C'est la guerre de succession d'Espagne, etc. Donc, il y a quelque chose d'absolument terrifiant. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité sur la couverture. Donc, on a pris un portrait très connu de Mignard, etc. Il est beau, il est retravaillé, parce qu'il avait la peau un peu grillée quand même. Il avait la variole quand il avait 10-12 ans. Et j'ai hésité entre ça et un portrait fait à la cire qui date des années 1710 et qui est absolument terrifiant, qui montre véritablement comment était le roi à la fin, c'est-à-dire le désastre physique qu'il était, la façon dont, sur sa personne, puisqu'il était l'État, c'était la France à moitié détruite qu'il portait. Vous savez, c'est comme dans les liaisons dangereuses. Elle porte son âme sur son visage. Eh bien, le roi portait la France sur son visage. Alors, on va essayer d'avancer quand même. Dans l'ouvrage, il y a déjà un jeune seigneur d'un village martyr des dragonnades qui décide de chercher à Versailles le bras qui a tué ces protestants et la tête qui a pansé
et tuer le roi. Et puis sans dévoiler toute l'histoire, il y a aussi un personnage qui prend une place importante dans le roman, et ça continue, c'est la continuation de ce que vous étiez en train de dire. Il s'agit de Balthazar, docteur Balthus. C'est un mort érudit qui porte le progrès des sciences et de la médecine avec lui, et qui met tout au placard les saignées, les lavements, les clistères, les emplâtres et autres opérations chirurgicales sans anesthésie. Et il est évident que cet homme-là va prendre une place importante au regard de la santé du roi, qui est la grande affaire, finalement. Écoutez, c'est la médecine au XVIIe, c'est un sujet absolument central. Et assez curieusement, ça rejoint la religion. Vous vous rappelez, Don Juan, début de l'acte 3, ils sont déguisés, Don Juan en cavalier et Sganarelle en médecin. Parce que c'est tout ce qu'il a trouvé pour se déguiser. Et vu qu'il a cet habit, il lui dit « Vous ne croyez pas non plus en la médecine ?» L'utilisation du verbe croire, si vous voulez, est absolument... Et la scène montre bien le rapport qu'il y a entre les deux. C'est le moment où vous avez un affrontement entre la médecine parisienne, qui est restée quasiment médiévale. La Sorbonne, c'est le degré zéro de la recherche médicale. Et la médecine montpelliéraine, qui est... Montpellier, c'est la deuxième fac de médecine d'Europe, après Pise. Mais il y a Ambroise Paré déjà passé par là. Voilà, Rabelais. Rabelais est passé également par Montpellier, etc. À Montpellier, par exemple, ils sont circulationnistes. Harvey a découvert la circulation du sang dans les années 1630. La Sorbonne le refuse absolument. On va prendre un exemple précis. Molière a vu sa mère être saignée à mort quand il avait 5 ans, à peu près. Pourquoi ? Médecin, il vous enlève une pinte, 2 pintes, 3 pintes, 10 pintes, à la 11e, vous êtes mort. Voilà. Mais parce qu'ils pensent, ils refusent la circulation du sang parce que c'est un Anglais qui a trouvé ça. Où le nationalisme va se nicher. Hein. Et donc, si votre sang ne circule pas, mon cher, au lieu d'en avoir 5 litres et des poussières, il faut que vous en ayez à peu près 25 litres pour remplir tout le corps. L'enveloppe. Ils avaient calculé hein, la quantité de sang qu'il fallait. Donc, ils peuvent très bien en enlever 3 litres, hein, ça ne pose aucun problème sur 25. Mais 3 litres sur 5, vous êtes mort 3 fois. Voyez ? Louis XIV, j'ai regardé ça. Il a subi, alors j'ai regardé, parce que je ne le savais vraiment pas, au total 16 opérations sans anesthésie, on dit une centaine de saignées et près de 2000 lavements. Alors, les médecins qui sont succédés au chevet du roi ont été souvent défaillants. Alors, c'est vrai que l'introduction de Balthus au cœur de Versailles, au cœur de la cour, auprès du roi, apparaît comme une évidence et en avant pour la grande opération, cette fameuse grande opération. Alors, la grande opération, alors on va le dire, hein, à force d'avoir des lavements, alors il faut bien comprendre, les lavements, c'est fait avec des clistères en métal d'à peu près 80 cm de longueur et on vous injecte dans les tripes l'équivalent d'environ 5 à 6 litres de mélange émollient. Voilà. 2000 lavements. Évidemment, c'est du métal. Il a fini par être écorché au niveau de la paroi interne de l'anus. Ça s'est enflammé, ça s'est pourri, et il y avait une septicémie qui allait se déclencher. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'antibiotiques à l'époque. Si vous avez une infection grave, vous mourrez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je suggère à vos auditeurs de penser à leur propre carrière et à toutes les occasions qu'ils ont eues de mourir s'ils avaient vécu au XVIIe siècle. Toutes les fois qu'on leur a donné des antibiotiques dans leur vie, au XVIIe, ils seraient morts. Voilà, sauf vraiment les quelques-uns qui ont un système immunitaire. Il y a eu les mêmes maladies, Jean-Paul Brigelli. Voilà. Et en plus de ça, il y avait des maladies très spécifiques. Hein, le typhus, la peste, etc. Ça n'existe plus trop quand même en France. Parce qu'on a un peu d'hygiène avec tout ça. Donc, le roi va mourir. Il faut bien comprendre, il a des médecins. Dans la hiérarchie, le médecin est en haut, le chirurgien est en bas. Il a un chirurgien qui s'appelle Félix. On considère que le chirurgien, c'est un succédané du barbier. Vous savez, le mec qui utilise le rasoir, quoi, peu de choses de près. Et Félix s'appuie sur mon personnage, effectivement, pour découper l'intérieur du boyau royal, enlever les parties pourrissantes, recoudre le tout, etc. Pour vous donner une idée de la violence du temps, Louvois,
ministre de l'Intérieur, de la guerre, etc., bras droit de Louis XIV à l'époque, fait enlever par ces hommes entre 300 et 500 gueux dans les rues de Paris. On leur fabrique une fistule au couteau et on va chercher la bonne courbure de l'instrument pour arriver à racler soigneusement la plaie. Évidemment, ils vont tous mourir, jusqu'à ce qu'on trouve l'instrument exact. Il est observable, d'ailleurs, il est dans un musée actuellement. Bon, c'était pas des tendres. Vous voyez, puis la vie d'un gueux, ça comptait pour rien par rapport à celle du roi. Alors, voilà. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le roi n'est pas non plus un tendre. Il est opéré, et la vérité, c'est qu'il ne gémit pas. Il ne gémit pas. Ça, on en est sûr, parce qu'on a un compte rendu au jour le jour sur tout le règne de Louis XIV de ses problèmes médicaux. Il ne gémit pas. Il va être opéré 2 fois, en fait, dans la réalité. Et il est opéré à vif. Il n'y a aucun moyen d'anesthésier. On peut le faire boire de l'alcool si on veut, mais enfin... et la prestance royale, le sens qu'il avait de sa fonction, font qu'il a serré les dents et qu'il n'a rien dit. Il n'y a pas d'anesthésie. D'ailleurs, il dit lui-même, traitez-moi comme un paysan. Et Balthus, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un de ses patients qu'il soigne, quand le patient se trouve mal, il dit ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est comme il n'y a pas d'anesthésie au moins. Voilà. Voilà. Allez, vous semblez, c'est ma dernière question parce que le temps passe, mais sinon, il faut lire Soleil Noir parce que c'est vraiment passionnant. Vous semblez vous complaire quand même quelque peu dans cette volonté de montrer l'envers, sans jeu de mots, du grand siècle, c'est du grand roi, miné par les querelles au sommet de l'État, les ambitions de Louvois, la vieillesse du grand Condé. Et je me suis dit, Jean-Paul Bréguely, il se prend finalement pour Saint-Simon, parce que seul le roi trouve grâce à ses yeux, à M. Bréguely, pas à Saint-Simon. Je serais très, très, très flatté que vous me compariez à Saint-Simon, qui est un écrivain absolument prodigieux. Il y aura encore 19 autres tomes dans ce cas-là. C'est ça, vous le savez. Il y en aura peut-être un suivant, d'ailleurs. Voilà. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que, vous savez qu'actuellement, les gosses ne savent plus très bien quand Louis XIV a régné, à 300 ans près, etc. Nous-mêmes, nous avons appris finalement un certain nombre d'idées reçues. Le grand siècle, etc. J'ai voulu montrer vraiment... non pas l'envers de ce grand siècle, mais ce qui se passait en même temps. Vous savez, actuellement, je prends un exemple parmi d'autres, on dit actuellement, oui, il y a beaucoup trop de délinquance, etc. Je raconte dedans comment on traitait les délinquants à l'époque. Et c'était, on ne va pas tout dévoiler, c'était assez âpre quand même, mais... ce n'est pas parce qu'on va pendre, rouer vif, etc., des gens... Là, vous ne nous épargnez rien d'ailleurs dans le livre. Mais oui, mais voilà, la vérité fait mal, si je puis dire. C'est pas parce qu'on va multiplier les supplices qu'il y aura moins de délinquance. Au XVIIe siècle, quand on fait Paris-Marseille, d'où je viens là pour parler avec vous, on a une chance sur 3 d'être attaqué. Lorsque Madame de Sévigné va voir sa fille à Grignan, elle est escortée d'hommes en armes de façon à ce que sa sûreté soit établie. Actuellement, quand même, quand on prend l'A7, on a peu de chances d'être détroussé par des malandrins. Vous êtes optimiste. Allez, Soleil Noir, à l'Archipel. Je vous invite à le lire. C'est vraiment un roman pour l'été aussi, sans que ça soit désagréable. Mais j'aimerais bien que ce soit un roman pour l'été. Je veux dire, moi je suis un grand lecteur sur la plage, et c'est pas parce que c'est sur la plage que c'est à mépriser. Au contraire, même, ça fait partie. J'aimerais que ce soit. C'est un livre qui a été écrit en partie pendant le confinement. Je l'ai écrit sur mon blog, chapitre après chapitre, jour après jour, pour les quelques copains que j'avais à ce moment-là. J'aimerais que ce soit ça, que le bonheur du soleil et de la mer qui vient vous batifoler sur vos doigts de pied, soit aussi le bonheur de la lecture. Voilà. Et là, quand on voit quelqu'un sur la plage qui lit aussi un Bréguely, ça devient un copain. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à vous. Merci à vous.